L'objectif de la demi-heure qui suit, ça va être de pouvoir vous offrir un mode d'emploi en 5 points clés lorsqu'on veut faire du mobile learning. Comment est-ce qu'on peut réussir son premier projet. Donc, je suis Sébastien Lassard de Teach on Mars et je suis accompagné de Bruno Chantepie. De la génération téléphone. Merci. Merci. Si on regarde par exemple cette stat-là, on se rend compte qu'on est 16% à utiliser son mobile 5 minutes après s'être réveillé. Et c'est une tendance qui va en s'accélérant parce que si on regarde les 18-24 ans, ils sont déjà à 35%. Effectivement, c'est devenu une addiction complète. Donc on est des experts du mobile, on l'utilise dès le matin. Et on l'utilise si bien qu'en juin 2017, une étude est apparue et qui nous montre que pour la première fois, on utilise plus le mobile pour aller sur Internet que l'ordinateur. Ça veut dire qu'on est devenus des experts, donc on a ce look and feel lorsqu'on utilise le mobile, on sait ce que c'est qu'une bonne application mobile, une mauvaise application mobile, quand l'ergonomie est bien réfléchie, bien pensée, quand c'est fluide et quand ça ne l'est pas. Donc on a deux axes, on a l'axe du coût pour l'éditeur de la solution et on a l'expérience utilisateur. Et ces vraies applications mobiles, donc l'application Facebook que vous téléchargez ou l'application YouTube, c'est du natif. Alors du natif, ça veut dire qu'on développe des vrais logiciels pour chacun des OS. C'est-à-dire que Android parle un langage primaire qui est le Java. On va développer cette application en Java. Objective-C pour iOS, donc tous les produits Apple. Et pour le web, on va utiliser de l'HTML, du CSS, etc. Ce qui veut dire que ça coûte cher pour un éditeur de logiciel parce qu'on doit développer une ligne de production spécifique pour Android, une ligne de production spécifique pour iOS et une ligne de production spécifique web pour avoir un cross-canal complet. Smartphone, tablette, ordinateur. Le parti pris de Teach on Mars par rapport à ça, c'est d'être éditeur de logiciels. Ça veut dire qu'on a créé le logiciel qui permet d'industrialiser la création du contenu natif et donc comme ça de réduire les coûts et être à la portée de tous et que tout le monde puisse construire de vraies applications mobiles natifs avec un rendu, une expérience utilisateur optimisée vraiment pour le mobile. L'étape numéro 2, c'est l'engagement, c'est engager son public. Et c'est l'engager avant de créer son dispositif, c'est l'engager pendant et c'est l'engager après. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que le mobile, c'est l'outil qu'on utilise tous les jours. Et qu'en plus, si on a une solution mobile learning à proposer aux apprenants, on peut les toucher très vite, puisque une fois qu'on a développé une formation, une activité, tout de suite elle est pushée. J'utilise un anglicisme, je suis désolé. Tout de suite, elle arrive dans la poche de l'apprenant et puis ça peut avoir tout de suite un impact très fort sur. Je prends encore notre exemple puisqu'on est dans du retail. Donc on a vraiment une population qui est éparpillée partout en France. C'est très compliqué de réunir tout le monde sur un sujet, etc. Alors qu'avec le mobile, c'est fun, on touche tout le monde tout de suite et puis surtout l'avantage c'est qu'on n'est plus dans les schémas du e-learning où on est complètement passif devant son écran d'ordinateur pendant 20 minutes, 1 heure voire 2 heures. Je subis actuellement un parcours de e-learning certifiant, donc je peux vous dire que c'est très fastidieux puisque c'est du 2 heures par jour, alors que là on fait des activités qui durent 2 minutes. On le remet dans sa poche, voilà, et puis quand j'ai une pause, quand je suis dans le train pour aller au boulot, pour rentrer chez moi, et surtout s'il y a des grèves, je me forme en m'amusant, et c'est surtout ça qu'il faut voir. Et après, donc voilà, j'ai suivi ma formation. L'idée, c'est de fidéliser, c'est que justement l'apprenant ne défasse pas son application et puisse continuer à recevoir du contenu. Enfin, il y a une dernière phrase qui est importante, c'est peut-être de réfléchir au mobile, non pas comme l'appareil, mais vraiment comme par rapport à l'expérience de l'apprenant. C'est-à-dire que celui qui est vraiment mobile, c'est l'apprenant. Dans la caricature, le matin, je suis sur mon téléphone portable, l'après-midi, je suis plutôt sur mon ordinateur et le soir, je suis sur ma tablette dans mon canapé. L'idée, c'est d'offrir une expérience qui soit optimisée pour chacun de ces devices et qu'à chaque fois, je puisse retrouver exactement où est-ce que j'en étais dans mon parcours, avoir un tracking qui soit consolidé. Donc, c'est pour ça que ça a été important de créer à la fois la version smartphone, tablette et ordinateur et le tout centralisé avec une seule base de données de façon à ce que l'apprenant puisse toujours retrouver son univers parce que c'est lui qui est vraiment mobile. L'étape 3, c'est répondre à l'ensemble du cycle d'apprentissage.
Quand on réfléchit au mobile learning, parfois on réfléchit ancrage. On se dit, ça va être sympa, on va pouvoir proposer des quiz. En fait, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Pour ça, on a deux partis pris pédagogiques, le 70-20-10, donc la façon dont les adultes apprennent. 10%, ça va être plutôt du descendant, ce que j'apprends. 20%, c'est l'échange avec mes pairs. 70%, ça va être en faisant la chose, en l'appliquant sur le terrain directement. Et la courbe d'Hermann et Ebbinghaus, donc, qui nous explique quoi? Qui nous dit tout simplement que lorsque je suis dans mes 10%, donc cette fameuse phase descendante, j'ai l'impression de tout savoir, de tout connaître. Mais la problématique, c'est si on ne vient pas me stimuler, au bout de 2 heures, j'oublie 50%, au bout de 3 mois, j'oublie 90%, de 30 jours, j'oublie 90% de ce que j'ai appris. Donc l'idée, c'est de venir stimuler cette courbe-là avec des activités de mise en pratique. Là, on va retrouver tous les quiz. Donc sur la phase Learn, on va plutôt retrouver toutes les activités dans lesquelles je vais mettre des médias, je vais mettre des infographies, des vidéos. Dans la mise en pratique, c'est là où on va retrouver tous les quiz duels, d'association, de rapidité. Et surtout, on est dans la poche de l'apprenant. Donc encore une fois, on peut l'accompagner sur ces fameux 70% sur le terrain lorsqu'il met en application ce qu'il a appris. Donc des exercices de mise en application, ça peut aller du plan d'action, ça peut aller sur une toolbox pour retrouver les choses très rapidement, des questionnaires qu'on va pouvoir lui poser pour voir comment est-ce qu'il se sent après une formation. Donc c'est un modèle qu'on appelle le modèle ELPA parce qu'on a également la toute première partie qui est la partie d'engagement, donc on en a parlé, qui est vraiment très importante. C'est là où on va retrouver les profiling qui vont adapter le parcours en fonction de l'apprenant. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'activités différentes de façon à pouvoir répondre à l'ensemble de ces cycles d'apprentissage. Il y a aussi une notion qu'on peut rajouter dans tout ça, c'est que ce qui est important, c'est qu'il faut aussi amener de la rareté. À savoir que si vous voulez un jour réussir votre mobile learning, il faut aussi faire en sorte qu'il y a certaines formations qui ne soient disponibles que sur le mobile et là et pas ailleurs. La conception des modules est extrêmement rapide et il ne faut pas de connaissances informatiques complexes pour pouvoir concevoir ces modules. Donc on les crée très rapidement, en 1 heure, 2 heures. Ensuite on les teste, on les déploie, on fait un survey et si on s'aperçoit que les résultats ne sont pas au rendez-vous, on s'adapte et donc très rapidement la formation va pouvoir coller au terrain. C'est une super transition sur l'étape numéro 4, utiliser la bonne méthodologie de conception. L'idée, c'est qu'elle soit simple et utilisable par tous. La première chose, c'est l'observation. Qu'est-ce que vous avez en interne? Au niveau, est-ce que vous avez un PowerPoint? Est-ce que vous avez un PDF, une fiche produit? Des experts en interne à interviewer? Ensuite, on va structurer sa formation. Donc, dans la structure, combien de temps est-ce que ça doit durer? Qui est mon public? Quel est le ton que je vais prendre? Est-ce que je vais vous voyer? Est-ce que je vais tutoyer? Est-ce que j'utilise des images, des photos? Ensuite, on va scénariser, c'est là où on va choisir quelle activité va correspondre à quel objectif pédagogique que je me suis fixé dans ma structure. Ensuite, on va pouvoir rédiger, donc là on rédige directement le contenu, on intègre le tout dans un back-office, on appuie sur un bouton et ça devient un contenu mobile sur smartphone, tablette et également le contenu ordinateur, mais tout ça à partir d'un seul back-office. L'idée, c'est qu'on est éditeur de logiciel, donc on a rendu l'expérience la plus simple possible et la plus fluide pour que, comme tu le dis Bruno, on puisse monitorer et tout de suite réagir face à une situation sans avoir à repasser par un prestataire extérieur, repasser par des phases de développement, etc. On a gagné un time to market très rapide. Il y a une époque où à chaque fois qu'on créait une application mobile, il fallait repasser par une validation sur les stores, ça prenait 3 semaines. On avait passé outre ces problématiques techniques. Aujourd'hui, vous voulez créer un quiz sur une application mobile, vous la créez, vous appuyez sur le bouton, elle est tout de suite en ligne sans avoir à repasser par des validations sur les stores. Et l'étape numéro 5, c'est communiquer et fédérer. Encore une fois, le mobile learning, c'est une vraie révolution dans la formation. Ça ne vient pas en concurrence avec ce qui existe déjà, hein. C'est vraiment une vraie complémentarité et ça permet de donner un nouveau souffle
à la formation. Donc on a vu avec des tons qui sont décalés, mais ça permet aussi de réconcilier à un moment où il y a pu y avoir une fracture, les apprenants avec la formation digitale. Donc trouvez vos ambassadeurs, mettez-les en avant, on a des outils pour ça, notamment des classements dans le back-office qui vont vous permettre de trouver vos ambassadeurs, de les mettre en avant, d'avoir des retours d'expérience, développer une marque importante. Ici, par exemple, on est sur l'application de la BPCE, donc populaire Caisse d'épargne. Ils l'ont appelé BDigit avec tout un storytelling sur l'espace, l'univers. Ici, on est chez Total, Touch and Learn, ici à La Poste, ou encore chez Alliance in the Pocket. L'idée vraiment, c'est de brander et de faire un logo et même créer des goodies. Voilà, créer une ambiance, créer un symbole, fédérer, fidéliser autour de l'outil. Qui dans la salle avant aujourd'hui connaissait Teach on Mars? Ah, quand même, top. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Teach on Mars, c'est donc un éditeur de logiciels. On a été pionnier depuis 5 ans sur la création de dispositifs digitaux optimisés pour le mobile. On a une académie intégrée qui est là justement pour accompagner l'ensemble de nos clients sur la formation, sur comment je déploie, comment je communique. Le Fab Lab également qui est là pour monter avec vous les projets. On a plus de 50 événements et actualités dans l'année, 6 awards. Vous en avez peut-être vu passer, 40 organismes de formation partenaires, on ne crée pas le contenu. Par contre, on a des organismes de formation qu'on certifie et qui vont créer le contenu avec vous si vous avez besoin de l'externaliser. Donc en fait, à chaque fois, vous mettez le curseur où vous voulez, soit vous êtes complètement en autonomie, soit vous décidez d'être accompagné. Et on va avoir pour ça un organisme de formation qui sera prêt à vous accompagner. C'est même plus maintenant de 50% des entreprises du CAC 40 sur des déploiements internationaux dans 32 pays, 21 langues, 500 000 utilisateurs. On a 130% de croissance. Il y a 2 ans et demi, on était encore 8. Aujourd'hui, on est passé à 45. On continue à grandir, ce qui nous positionne en fait sur le marché à une position intéressante du mobile learning.